Bonsoir à tous et bienvenue sur Débris Sport. Nous sommes accompagnés ce soir et pour cette première partie d'émission de Louis, Bastien et Axel. Bonsoir à tous les trois. Bonsoir à vous. Au programme, la victoire difficile des Bleus pour leur entrée en lice dans le tournoi des 6 nations, le débrief de la 22e journée de Ligue 1 ou encore le départ surprise de Kyrie Irving en NBA. Tim est à mes côtés ce soir pour animer cette émission. Il revient tout juste de l'Open 6e Sens qu'il a couvert la semaine dernière. Bonsoir Timothée. Ouais, bonsoir à tous, c'est un plaisir de revenir parmi vous. Oui, Corentin, un très beau tournoi au Palais des Sports de Gerland. Malheureusement, la Française Caroline Garcia s'est inclinée en finale et on y reviendra dans quelques minutes avec des extraits de sa conférence de presse. Mais d'abord, c'est quand même l'événement de ce week-end, le retour du tournoi à destination avec une victoire certes, mais une victoire dans la douleur contre l'Italie, Axel. Et oui, une victoire dans la douleur pour nous, les tenants du titre face à l'Italie. Alors voilà, j'ai vu peut-être une mauvaise France ce dimanche, mais j'ai vu surtout une bonne Italie qui nous a donné un vrai beau jeu. Voilà, la France qui a commencé à ouvrir avec un bel essai de Thibaut Flamand qui contre la balle sur un dégagement. Et là, je me suis dit honnêtement, voilà, on est parti sur de très bonnes bases, très rapidement, essai de Flamand, transformation de Ramos, ça va aller. Mais non, déjà, on enchaîne les pénalités, etc. Et puis bon, Tony Allan qui transforme tout. Et bon, là, je me dis, bon, c'est un peu compliqué. Et puis voilà, la 30e minute, on avait déjà 8 pénalités. Je me dis honnêtement que là, ça commence à être compliqué, même si là, on mène au score, avec notamment 2 très belles passes d'Ntamak au pied, qui oriente superbement bien le jeu. Une première fois pour Penaud, qui a un peu raté la balle. Bon, c'était sur un contact avec Capozzo et Ramos qui marque l'essai derrière. Et une fois pour Dumortier, première sélection, premier essai pour le Lyonnais. Super passe à Ntamak, pour moi il a tout fait hein. Bon, même c'est une super première pour Dumortier, on l'attendait, première titularisation et il marque. Pour moi, il a fait un bon match. Je ne dirais pas un très bon match, mais il a fait un bon match. Il était un petit peu en difficulté sur le côté, mais c'est normal, c'est sa première sélection. On attendra de le voir face aux Irlandais la semaine prochaine. Mais sinon, gros match. Et la deuxième période, c'était un petit peu compliqué à voir le jour, avec les pénalités qui s'enchaînaient. Et puis, au bout d'un moment, on se prend un essai de pénalité. Donc ils reviennent à 21-22 et puis on enchaîne encore sur une pénalité, 3 points, donc 24-22. Donc là ça commence à être compliqué, mais bon, on se sauve avec un essai de Jalibert qui est rentré à la place de Ntamak. Mais malgré ça quand même on finit avec 18 pénalités concédées, donc c'est énorme, alors que normalement une équipe professionnelle de ce niveau là devrait tourner autour de 8-10 maximum. Une équipe championne en titre. Hein. Surtout championne en titre. C'est ça qui est inquiétant par rapport aux Bleus. Voilà, on sait qu'ils espèrent le grand chelem. Et au final, tu fais un premier match, une première prestation qui est plutôt moyenne, on peut dire ça. Ah oui, plutôt moyenne. Ouais. Et 18 pénalités sans compter les fautes de main. Parce qu'en première mi-temps, on en a vu des fautes de main. Ah ouais, des ans en avant. Et l'équipe de France qui a jamais perdu contre l'Italie, et c'est seulement sa victoire par 5 points, du coup 29-24. C'est la plus petite victoire de l'équipe de France contre l'Italie. Alors je te coupe, ils avaient déjà perdu contre l'Italie, c'était en 2013, donc ça remonte, mais c'était à l'époque. Oui, c'est vrai, 23-18. Ouais, c'est ça. Et c'était aussi dans les 3 destinations, ouais. Autant pour moi, pardon. Mais du coup, oui, c'est quand même vraiment inhabituel de voir l'Italie, mais l'Italie est en train de monter actuellement, Axel, dans le rugby avec des très très bons joueurs.
joueurs. Ouais, vraiment, ça, je pense que dans 2-3 ans, on peut compter sur eux, même les U20 qui commencent à être vraiment très forts pour les Italiens. Mais bon, à voir pour la suite de ce tournoi, parce que je pense qu'ils peuvent faire quelque chose. Alors peut-être pas gagner, je dirais pas là, mais au moins chercher une bonne 3e place, 4e place. Franchement, la question se pose d'ici 3-4 ans. Comme tu l'as dit, ils ont un très bon vivier, ils ont des U20 qui sont exceptionnels, ils ont failli battre les Bleus. Ouais, en plus, on a gagné d'un point, il me semble. Et c'était 29, ouais, c'est ça, 29-28. Donc ça promet pour le rugby italien. Et c'est vrai que d'ici 2-3 ans, pourquoi pas, ils peuvent rivaliser avec un grand chelem. Ça fait plaisir parce qu'après leur série de défaites en 6 nations. Très bonne nouvelle. Hein. Mais ils sont à 11 cuillères de bois, donc 11 dernières places. Donc, Et au contraire, l'Irlande qui a vraiment rassuré pour son premier match qui ouvrait la compétition contre les Pays de Galles au Pays de Galles. C'est une victoire finalement 34-10 pour l'Irlande avec Jonathan Sexton qui a été très très bon comme souvent. Est-ce que tu as peut-être moi j'ai pas grand chose à dire. Bon, on peut pas forcément développer là, c'est juste l'Irlande quoi. Ils ont déroulé, ils ont des joueurs exceptionnels. 27-3 en première période. Bon, 14-0 en 10 minutes. Je sais même pas s'il y a parlé. Bon, les Gallois, ils étaient clairement pas dans le match dans la première période. Ils se sont un peu réveillés, mais bon, ils ont fait beaucoup de fautes. Mais juste, voilà, c'est de l'Irlande pure. Et puis, c'est quand même la première nation mondiale. Donc, moi, je pense que ça promet beaucoup pour la semaine prochaine. Et aussi, il faut noter que Sexton est à seulement 3 points du record de Ronan O'Gara. Donc, 1083 points, je crois, pour O'Gara et 1080 pour Sexton. Donc, on espère qu'il va dépasser, bien sûr, cette légende. Et puis, il y a eu un 3e match très très gros, très attendu pour le compte de la Calcutta Cup, voilà, une coupe assez historique, entre l'Angleterre et l'Écosse. Et là, ça a été très très serré. Et les Écossais qui sont finalement vainqueurs de ce match. Ouais, très gros match. Et je pense que c'était un peu le match du week-end. Voilà. Comme vous le voyez à l'écran, les Écossais qui portent la balle, qui vont mettre ses essais et qui gagnent au final contre une Angleterre mitigée. Il y a eu des bons mouvements. Farrell a bien sûr mis ses transformations, mais voilà, j'étais peut-être un petit peu déçu de Marcus Smith, mais s'il mettait beaucoup d'intensité, à des moments il a fait peut-être des mauvais choix, mais pour une équipe en reconstruction, c'est pas non plus terrible contre une Écosse qui pour moi a très bien joué, vraiment, surtout à Twickenham. Donc voilà, j'ai hâte de voir cette Écosse-là dans les prochains matchs, et je pense que ça peut donner du bon, parce que vu leur match, en tout cas, beaucoup d'intensité, moins d'erreurs comme les précédents tournois. J'ai hâte. Pour revenir sur le match de Farrell, il a quand même manqué deux transformations. Ouais, c'était en première mi-temps. Ouais. Alors, pour sa défense, c'était sur le côté, pied droit, côté. Ouais. Donc voilà, bon, on sait très bien qu'il est excellent, il est plus de 1000 points aussi avec l'Angleterre. Mais Et on pourrait aussi parler de l'homme qu'on voit sur cet écran, Van der Merwe, qui réalise un essai sensationnel, il perce toute la défense anglaise. Sensationnel, mais faute professionnelle de l'équipe d'Angleterre quand même, qui loupe tous les plaquages. Bon, après, très bon raffut du joueur, mais bon... Il a passé combien 5 joueurs, je crois. Ouais. Il est exceptionnel, cet essai, ouais. Et puis ça met directement dans le banc. C'est quand même une surprise de voir l'Angleterre s'incliner à domicile. Au contraire, du coup, l'équipe d'Écosse qui est première, égalité avec l'Irlande, mais derrière au comment on dit, score average. Goal average aussi, pareil qu'au football. Au goal average, mais est-ce qu'on peut compter, Bastien, sur l'Écosse pour ce tour à destination ? On peut compter sur eux, mais après, moi je l'ai toujours dit, l'Écosse, ils ont toujours fait des très très bons matchs contre l'Angleterre, et notamment l'Angleterre qui n'avait pas gagné l'année dernière contre les Écossais. Et malheureusement, ils font un peu preuve de manque ils font preuve de manque de régularité, pardon. Et j'ai peur que ça pêche. Alors pourquoi pas cette année je sais pas s'ils vont pouvoir aller chercher une victoire, mais s'ils font preuve de régularité, ils peuvent jouer la 2e place largement, et pourquoi pas le titre. Ouais, tu l'as dit, en plus l'Angleterre a du mal contre l'Écosse. Les 3 derniers matchs, c'est 3 victoires de l'Écosse. Donc, Parce qu'après, l'Écosse aussi, c'est une équipe, vous verrez peut-être dans les matchs où ils seront pas réguliers, c'est une équipe qui privilégie beaucoup le beau jeu aussi. C'est-à-dire les coups de pied rasants, ou alors les mouvements tout solo. Des joueurs, Voilà, exactement. Donc les Finn Russell, tout ça, bon. On verra prochainement, mais ouais, c'est vrai que l'Écosse, ça promet. Ouais, ça promet, et évidemment, on reviendra sur la suite de la compétition dans les prochaines émissions. On va passer maintenant à un événement tennis. Voilà, c'était l'Open 6e sens de Lyon qui se déroulait toute la semaine dernière, où j'ai eu l'occasion
de suivre ce tournoi au plus près des joueuses. Alors malheureusement pour elle, Caroline Garcia s'est inclinée en finale de ce tournoi après un très bon tournoi. En finale, la Lyonnaise qui était du coup à domicile n'a rien pu faire contre Alicia Parks qu'on voit à gauche et son service énorme, peut-être on y reviendra un peu plus tard, Louis. On reviendra un peu plus tard du coup sur l'américaine qui avait envie de revenir sur sa performance, mais d'abord on va écouter Caroline Garcia en conférence de presse après son match. Très disputé et qui s'est joué à vraiment pas grand chose, à 2-3 points par-ci par-là. Je suis déçue d'avoir perdu en finale. Après c'était une belle semaine où j'ai vraiment je pense que mon jeu s'est mis en place au fur et à mesure. Hier ça a été un bon match, certainement le plus solide que j'ai fait depuis le début de la saison. Et ouais, ils ont fait quelques jours ici et c'était sympa. Ça permet de prendre des marques et de partager ça un peu avec la famille et les amis. Et du coup, prochain étape Indianox. Alors pour revenir sur la deuxième partie de la vidéo, Caroline Garcia parlait d'une aventure qu'elle va vivre pour ce début de saison avec Netflix qui a sorti la série Breakpoint, et elle a ajouté en conférence de presse que du coup elle sera suivie par les caméras et ça a commencé à Lyon. Peut-être qu'on peut l'écouter un peu plus sur le sujet et sur Netflix. Tu grandis et tout ça, ils viennent une fois quoi. Donc c'est un peu voilà, qu'est-ce qui te représente en fait. Et ouais, du coup il y a eu un dîner en famille et après ce que je fais généralement avec mes amis à Lyon quand on vient et partager un moment comme ça. Et ouais, c'est intéressant, ils font parler un peu de tennis. Du coup t'entends ton ami qui a 2 ans savait pas compter un match de tennis t'expliquer comment il te voit sur le court, et franchement c'était hyper intéressant au final. Voilà, Caroline Garcia qui gardait quand même le sourire malgré sa voix enrouée juste après son match. On va faire un petit point maintenant sur le tennis français masculin parce qu'il y avait des qualifications pour la Coupe Davis. Les Bleus se sont imposés contre la Hongrie, mais dans la douleur, alors qu'ils étaient quand même favoris. Menés 2-1 après le double. Hugo Herbert a libéré l'équipe de France en remportant l'ultime match. Alors ils étaient à l'extérieur, mais ça montre une nouvelle fois le niveau assez inquiétant de l'équipe de France de tennis. C'est de pire en pire. Après, il y a quelques jeunes qui émergent. Je pense à Lucas Van Hache, je pense à Arthur Fils. Il y a quelques petits noms qui commencent à décoller. Mais ils rejoignent du coup grâce à cette victoire les phases de groupe. Pour vous expliquer, du coup il y aura 16 équipes divisées en 4 groupes. Les 2 premiers de groupe seront qualifiés pour les phases finales et ça commencera du coup avec des quarts de finale, mais ça sera à suivre un peu plus tard dans l'année. Eh bien on va passer maintenant au football avec la retraite que l'on a prise la semaine dernière de Raphaël Varane. Donc après celle du Goloris, de Raphaël Varane, de Karim Benzema, de Mandanda aussi. Et de Mandanda aussi, on se pose la question de savoir qui va porter le brassard en équipe de France. Alors, vous n'êtes pas tous d'accord et vous voyez tous quelqu'un de différent. À la grande surprise, il n'y a pas Kylian Mbappé dans vos prétendants. Alors, on va te laisser commencer, Bastien, avec, je crois que toi, c'est Antoine Griezmann. Oui, totalement, Antoine Griezmann qui a apparu à la Coupe du Monde de 2014. Tous les Français l'ont toujours aimé et pour moi c'est désormais un cadre de l'équipe de France. C'était déjà un cadre lors de la Coupe du Monde 2018 et cette année en 2022 il a encore répondu présent. Même si c'est un attaquant et que j'aime pas trop mettre des attaquants en capitaine, je vois pas d'autres joueurs. Pourquoi pas Kylian Mbappé, mais Kylian Mbappé a un peu on va pas dire un manque d'expérience, mais il est un peu plus jeune. Et Griezmann pour moi c'est l'homme idéal pour le vestiaire, pour tout, pour l'équipe de France. Toi Axel, tu vois plutôt un autre homme qui était pas là à la Coupe du Monde, mais qui est quand même un nom du vestiaire et qui sait se faire respecter, Paul Pogba. Ouais, Paul Pogba, pour moi, je pense que ça serait l'homme idéal. Il est au centre du jeu, il voit tout, et puis voilà, on le voit, il est imposant en fait. C'est-à-dire qu'il fait quoi, 1m90, etc. On a envie. 93, je crois. Ouais, voilà, il peut motiver toute une équipe, rien qu'au son de sa voix, même si c'est lui qui gère le jeu. Pour moi, il a aussi une expérience quand même, parce qu'il a joué dans des grands clubs. Il a fait aussi la Coupe du Monde 2018. Donc voilà, je pense qu'il peut clairement apporter quelque chose à l'équipe de France en étant capitaine, même s'il apporte déjà quelque chose. Et je le verrais bien capitaine. En tout cas, moi, ça me choquerait pas et même j'aimerais bien le voir capitaine. Après, la plus grande question, ce serait est-ce que Paul Pogba va revenir de sa blessure et est-ce qu'il aura sa place de titulaire en équipe de France ? Alors, je pense que s'il revient bien, normalement,
il n'y aura pas trop de soucis. Après, forcément, il y a des bons joueurs à côté quand même. Mais Rabiot, Tchouaméni, bon, voilà, ça marchait bien. Mais voilà, c'est quand même Pogba. Et s'il revient bien, on s'en souvient tous de son niveau, que ce soit à la Juve ou à Manchester United, même si c'était un petit peu plus compliqué. Même à la Coupe du Monde 2018. Voilà, c'est un immense joueur. Donc voilà, je pense que ça le fera. Et même à l'Euro, on avait vu son leadership quand on avait affronté la Suisse. On a vu que c'était lui vraiment le patron qui dirigeait un petit peu tout, même s'il avait fait les erreurs qu'on connaît tous. Mais c'est vrai que ça reste quand même quelqu'un qui a un leadership naturel, que ce soit dans les vestiaires ou sur le terrain. Donc c'est vrai que ce serait pas surprenant de voir porter le brassard de capitaine. Et toi, Louis, quel est ton joueur ? Moi, je vois Kimpembe, Presnel. Il a été 106e capitaine de l'équipe de France. Là, on le voit avec le brassard, c'était contre la Croatie. Et c'est pareil, un leader vocal, naturel et puis physique. Il sait se faire entendre sur un terrain, il sait parler quand il faut parler. Et pour moi, alors il y a Upamecano et Konaté qui sont fait leur place lors de la Coupe du Monde, mais il peut facilement reprendre sa place de titulaire. Et il est déjà aussi vice-capitaine au PSG, donc pour moi, c'est le candidat idéal. Puis c'est celui qui a porté le plus le brassard dans l'effectif actuel des Bleus, parce que Griezmann et Mbappé l'ont porté, mais qu'une seule fois. Griezmann, il me semble, c'était face à la Tunisie à la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que Kimpembe, c'est celui qui connaît le plus ce rôle de capitaine, en tout cas. Louis, tu es revenu sur le statut qu'il a de vice-capitaine, on va dire, au PSG. Kylian Mbappé est un peu dans la même situation actuellement. Axel, toi, qu'est-ce que tu penses de Kylian Mbappé ? Tu penses qu'il pourrait accrocher avoir le rôle de capitaine en équipe de France incessamment sous peu, ou ça paraît compliqué quand même ? Alors maintenant, vu ce qu'il y a à côté, Kimpembe, je suis d'accord aussi avec toi, Louis. Paul Pogba aussi. Griezmann, ça me paraît pas non plus une mauvaise idée, mais Kylian Mbappé, bon voilà, il a la niaque, il donne tout. Mais peut-être dans 5 ans, bon, on va peut-être pas abuser maintenant, mais peut-être dans 5 ans, ouais, il aura suffisamment, comme tu le disais, il aura suffisamment l'expérience en équipe de France, même s'il y en a beaucoup. Mais voilà, je pense que vers 29-30 ans, ça peut le faire. Et puis, je pense qu'il aura toujours autant de niveau. Bon, peut-être pas autant de vitesse, mais voilà, ça sera un joueur qui sera complet et je pense que ça peut le faire. Après, Axel, du coup, pour toi, il faudrait attendre qu'il ait 30 ans pour prendre le brassard, alors que ça fait quand même depuis 2017 alors, qu'il est là. Alors peut-être pas 30 ans, mais quand Pogba arrêtera, ou alors quand Griezmann arrêtera, je pense que ça sera entre lui, Tchouaméni peut-être et Kimpembe. Voilà. Oui, Tchouaméni peut l'avoir aussi après. De toute façon, Griezmann, il commence à être un peu âgé. Kimpembe, pareil. Pogba pareil, donc après il va bien falloir une relève, et les jeunes ça va être Tchouaméni, Mbappé, et pourquoi pas avoir Mbappé capitaine. Après Kimpembe a encore 27 ans, donc ça va, il a encore des années devant lui, mais après c'est sûr que Mbappé serait sans doute le futur capitaine de l'équipe de France, par nature, sans vraiment se poser de questions. Oui, ce serait pas choquant quoi. Parce que c'est un leader sur le terrain, c'est un leader dans le vestiaire. Leader technique. Leader technique, il est encore jeune, donc il manque peut-être un peu d'expérience. Les efforts défensifs, moi, dans ma définition de capitaine, c'est quelqu'un qui montre l'exemple. Et j'ai des milliers d'images de Kylian Mbappé qui ne fait pas les retours défensifs, qui râle, et c'est pas un capitaine, c'est un gamin. Donc pour moi, il faut encore qu'il soit un peu plus mature et qu'il grandisse. Que ce soit en équipe de France ou au Paris Saint-Germain, il ne fait pas du tout les efforts défensifs qu'il faudrait pour être capitaine. Donc, non, mais oui, je suis... On va passer maintenant avec un petit point sport d'hiver, parce qu'il s'est passé pas mal de choses, notamment à Chamonix ce week-end. Surtout du ski alpin. Donc la Suisse Ramon Zenae-Cern, elle remporte le slalom dans le cadre, comme tu l'as dit, du championnat du monde de Chamonix, avec un chrono de 1 minute et 42 secondes. Celle-ci représentant sa 6e victoire dans sa carrière. Mais c'est le grec Gini qui fait sensation ce week-end, donc on peut le voir à l'image, avec sa 2e place, et il offre ainsi le premier podium à la Grèce en ski alpin. Une énorme surprise en vue de son classement avant le départ de la course. Vainqueur du slalom précédent à Schladming, en Autriche la semaine dernière, le Français Clément Noël avait réalisé une première manche pratiquement parfaite avec le meilleur temps, mais malheureusement il a enfourché en haut du second tracé, ce qui a annoncé sa disqualification malheureusement. Et dans le cadre de la première journée du championnat du monde à Courchevel et à Méribel, l'Italienne Federica Brignone s'est imposée sur les combinés des mondiaux à Méribel. En tête,
En tête, après le Super G, elle a profité de l'erreur de Mikaela Shiffrin en slalom pour s'offrir un premier titre mondial. Là aussi, une belle surprise quand même. Enfin, on s'attendait pas forcément à ce résultat. Ouais, on s'attendait plutôt à Mikaela Shiffrin. Qui est largement devant au classement général. Oui, elle est largement devant, mais bon, c'est un championnat, on peut toujours s'attendre à des surprises et ça fait du changement. Et bonne nouvelle, enrhumé et fiévreux depuis quelques jours, Alexis Pinturo n'avait pas participé à la conférence de presse ce dimanche des skieurs français. Ce lundi, en fin de matinée, il a annoncé qu'il était en forme et qu'il serait au départ de ces mondiaux au combiné mardi, donc demain. Ça, c'est une bonne nouvelle pour le ski français quand même. Oui, bien sûr. On va passer maintenant au point sport mécanique. C'est passé, on va dire, un gros événement ce week-end en sport moto plutôt qu'auto. C'est évidemment l'Enduropal du Touquet 2023, la 47e édition qui s'est déroulée du coup dans le Pas-de-Calais au Touquet. Et il faut savoir que c'est la première fois en 47 éditions que l'Enduropal se déroule un samedi. C'était à cause des marées. Voilà, le coefficient de marée n'était pas très bon pour faire dérouler la course le dimanche. Du coup, c'est ce samedi que s'est déroulé l'Enduropal et c'est l'Anglais Todd Kellett qui a remporté à 25 ans son premier Enduropal devant les Belges Cyril Genot et Jentel Martens, au terme d'une course très très mouvementée avec notamment les chutes de Todd Kellett dans le dernier tour. Et voilà, il a finalement dominé entièrement cette course. Il a été toujours leader du début jusqu'à la fin. Et à noter malheureusement que la seule chance de victoire française, Milko Potisek, 3 fois vainqueur de l'Enduropal du Touquet, a été contraint d'abandonner suite à une casse moteur au bout de 30 minutes de l'enduro. Ce qui a évidemment déçu beaucoup de monde puisqu'il se battait pour la première place. Il était deuxième à ce moment-là. Donc voilà, la casse moteur qui contraint à l'abandon Milko Potisek. Qui casse sa course. C'est le cas de le dire. 30 minutes. Surtout au bout de 30 minutes, sachant que c'est à peu près 3 heures de course. Donc il était vraiment déçu et on n'a aucun Français sur le podium cette année, alors que pourtant on avait de grandes chances de podium. Et chez les femmes, c'est la pilote belge Amandine Verstappen qui s'est imposée. Et justement, en parlant de Verstappen, on va revenir sur... Voilà, tu as eu la petite transition. On va parler de Formule 1, où Max Verstappen, le pilote néerlandais, a pu découvrir sa monoplace pour cette saison 2023 en Formule 1. Alors, sans grande surprise, la Red Bull n'a pas vraiment changé. C'est la même livrée, c'est la même que depuis des années. Peut-être qu'on peut voir la nouvelle voiture Red Bull, peut-être en grand plan assez longtemps pour que les... Ils n'avaient pas annoncé une voiture blanche. Pour que les spectateurs puissent regarder longtemps. Avec des traits blancs en tout cas. Exactement, Axel, c'est là où en fait on est tous déçus, qu'on soit fan de Red Bull ou non, qu'on soit fan de F1 tout court, on est tous déçus par la livrée proposée par Red Bull au terme d'une cérémonie qui d'ailleurs a été catastrophique, puisque à un moment donné ils appellent Dominicali alors qu'il n'était pas vraiment au courant. C'était vraiment laborieux et au final... Ils nous dévoilent une Formule 1 qui est le copier-coller de l'année dernière, alors qu'ils avaient annoncé une livrée blanche. Donc ça a déçu évidemment tout le monde. Et quand on regarde la comparaison depuis 2016, c'est un copier-coller magnifique. Il y a juste les sponsors qui changent. C'est ça. C'est quand même incroyable de se dire qu'un designer est payé à faire à chaque fois une livrée différente. Il est quand même payé à faire ça et on a appris, je crois, petit coup de gueule. Bah oui, parce que je la trouve sympa la voiture. Elle est sympa, on est d'accord, mais le problème c'est que le change quand même. Elle est un peu plus sombre, il a travaillé. Plus sombre, des reflets noirs un petit peu. Ouais, exactement. C'est un concept car là qu'on voit à l'écran. En plus. Si ça se trouve, elle sera un peu plus bleutée, mais bien dommage. C'est quand même un beau copier-coller depuis 2016 et ça c'est triste. C'est souvent comme ça en Formule 1. Les voitures d'une année à l'autre sont assez similaires quand même parce que chaque écurie garde quand même ses couleurs. Au niveau du design, tu veux dire? Oui, évidemment, au niveau du design. Ouais, après les couleurs peuvent quand même changer. On a peut-être les images de. Après, je trouve que Red Bull, c'est vraiment une marque qu'ils ont avec vraiment le bleu, le jaune et le rouge. Ouais. Ça fait leur identité et je trouve, en fait, c'est dommage de teaser quelque chose pour au final rester. S'ils n'avaient pas teasé, ça change pas, on se plaindra pas depuis 2016. Donc je trouve ça dommage en fait. Mais exactement, parce qu'il est là le problème, c'est d'avoir fait croire à tout le monde que la livrée allait changer et qu'au final on se retrouve avec un copier-coller qui au final déçoit beaucoup. Et on l'a vu du coup ce lundi, donc c'était à 15h30 environ la cérémonie, la Williams qui a été elle aussi dévoilée.
Pas de grand changement non plus pour la Williams par rapport à les dernières, c'est quasiment les mêmes couleurs. Il y a juste à noter un nouveau sponsor, c'est Gulf qui change d'écurie. En fait, ils étaient chez McLaren et là ils passent chez Williams. Sinon, voilà, les plutôt joli, je sais pas ce que vous en pensez, avec le petite subtilité pour Duracell. Ah ouais, bien vu. Ouais, bon, c'est Sympa. c'est assez classique pour Williams, le bleu, on retrouve bien le bleu. les mêmes couleurs que d'habitude. Exactement. Et juste pour revenir sur Red Bull, j'ai oublié une petite information qui a été quand même majeure durant la cérémonie, c'est que Ford sera le motoriste de Red Bull à partir de 2026. Donc voilà, fini Honda, fini... Pourtant Honda ça marchait bien. Ça marchait bien et ils sont encore chez Honda, en théorie, puisqu'ils roulent sous le Red Bull Powertrains, mais... Encore Renault, la dernière fois, il y avait eu des problèmes de moteur, donc je comprends le changement, mais là, Honda, ça va gagner un titre constructeur. Ça paraît un peu bizarre ce choix de Red Bull qui survolait le championnat l'année dernière. Pourquoi changer de moteur comme ça d'une année à l'autre Faut pas oublier qu'Honda n'est plus en F1 et que ça coûtait peut-être trop cher ou je ne sais quoi, et que le fait d'aller chercher Ford qui revient en Ligue 1, en Ligue en Formule 1, c'est le foot qui revient, mais qui reviennent en Formule 1, bah ça donne un côté symbolique. En plus de ça, après, je pense que Ford, c'est pas non plus n'importe qui. Oui. On parle quand même d'un gros motoriste. Après, c'est aussi les Américains qui veulent absolument s'implanter dans Formule 1, donc ils le font par ça aussi. Ouais, on avait avec Haas là qui devient de plus en plus américaine et c'est vrai que, comme tu l'as dit, c'est Sargent, c'est vrai qui a rejoint Williams. Sargent qui est britannique, il me semble. Sargent qui est britannique, mais c'est vrai que les Américains tentent de plus en plus de s'implanter et on a vu notamment avec la série Netflix Drive to Survive où là on voit vraiment... et ça a permis à la Formule 1 de décoller. C'est ça. On enchaîne sur le jeu parce qu'on est un peu pris par le temps. Le jeu du jour, comme d'habitude à chaque émission, entre la première et la deuxième partie. Un jeu, logiquement, après ce week-end de rugby, un jeu sur le rugby et sur le tournoi Destination. On a préparé 6 questions, Corentin. C'est précis, voilà. 6 questions par rapport aux 6 nations. Une petite référence. En plus, on est le 6 février. Donc voilà, tout colle parfaitement. Alors, je te laisse... Vous faites un travail exceptionnel. Ouais, exactement. Tout est calculé, tout est pensé. On a essayé de faire des... Voilà, petite musique d'ambiance peut-être pour mettre un peu de stress sur le plateau. Alors, on a essayé de faire des questions pas trop compliquées pour que Louis, tu puisses aussi te débrouiller dans le jeu. Alors la première question, le tournoi des Destination a été créé en 1882 et portait d'abord le nom de Home Nations. Mais combien de nations y avait-il dans ce format ? 2. Et lesquelles ? 5. Attends, d'abord Louis, ensuite on va faire dans l'ordre. Attends, j'ai dit n'importe quoi. Pour moi, c'est l'Angleterre et les Pays de Galles qui sont en premier. Okay. Et après, il y a... On demande le premier format. Combien il y avait de nations ? Combien d'équipes déjà ? D'abord le allez, 2. Je tente 2. Axel. J'irai 4. Bastien. Moi j'aurais dit 5. Bonne réponse pour Axel, c'est 4 pays. Et est-ce que vous saurez deviner quel pays n'était pas du coup présent pour cette première édition ? L'Italie. Oh pardon. L'Italie, oui, c'est sûr. L'Italie, France. évidemment. La France ? Ouais. Axel ? Moi j'aurais dit le Pays de Galles. Italie et... J'aurais dit l'Irlande, moi. C'est pas le Pays de Galles. C'est une bonne réponse pour Louis. Voilà, c'est l'Italie et la France. C'est un pays c'était un tournoi entre pays du Royaume-Uni. Ouais, et puis l'Italie qui est arrivée très tardivement, ils sont arrivés en 2000, donc c'est vraiment le dernier. C'était le tournoi des 5 nations. Des 5 nations, c'est ça. Alors, deuxième question, ça va être, je pense, assez simple, même si, attention, il y a quand même un petit piège. Quelles sont les 2 nations les plus titrées de l'histoire des 6 nations ? Donc, Louis. Égalité. Égalité. Si t'en as une. l'Angleterre. T'en as qu'une ? Du coup. Non, mais vas-y. L'Angleterre et Pays de Galles. Axel ? Pays de Galles et Angleterre. Angleterre et Pays de Galles avec 39. Ouais, 39. C'est ça, avec 39. Vous avez bien réussi, bravo. Excellent. Et on dit que l'Angleterre passe devant les Pays de Galles par rapport au nombre de grands chelems. Voilà, ils ont 13 grands chelems, 12 pour les Pays de Galles. Du coup, l'Angleterre passe logiquement devant. Oui. Justement, sur l'Angleterre, dans quel stade mythique de 82 000 places joue le 15 de la Rose ? Est-ce que vous savez, Louis, est-ce que tu as le nom du stade ? Oui, je sais. Non, je l'ai pas. Tu l'as pas inventé, Axel ? Non, attends, peut-être Bastien, vu qu'à chaque fois que c'est Twickenham. Twickenham, bonne réponse. Ouais.
Twickenham, un stade de 82 000 places qui accueille uniquement les matchs de rugby internationaux. C'est ça. Donc ça peut paraître un peu du gâchis entre guillemets de voir un aussi grand stade, un aussi beau stade avec seulement très peu de... Oui, parce qu'on pourrait faire un petit peu comme le Stade de France, c'est-à-dire mettre tout à Wembley. Après ouais, quand il y a des matchs de rugby, ça vit. Hein, oh oui, là, contre Très l'Écosse, c'était une belle ambiance. Bon, malheureusement. Avec God Save the King maintenant. Ouais. Maintenant, ouais. Non, c'est vrai que c'est une sacrée ambiance à Twickenham et c'est vraiment le symbole du rugby anglais. Alors, une autre question. L'année dernière, le 15 de France a réussi l'exploit de réaliser le Grand Chelem. Combien en ont-ils au total ? On va commencer avec toi, Bastien. Combien quoi ? Combien en ont-ils au total de Grand Chelem ? 10. 10. C'est la bonne réponse. 2004, 2006, 2010 les derniers et 2023. Après je sais plus. 2023 2022, enfin oui. Ouais. Et le dernier, et avant 2022, c'était quand ? 2010. Ok. Avec Thierry Dussault. Ils sont forts. Meilleur joueur du monde. Vous êtes fort, vous êtes fort. Ouais. Comment s'appelle, maintenant je pense que c'est vraiment trop facile, on donnera à Pas Louis d'indice, la pas possibilité de répondre en premier. Comment s'appelle le trophée décerné à l'équipe qui a perdu tous ses matchs? Cuillère en bois. Avec Thierry. La Bien. cuillère de bois. Bonne Cuillère de réponse bois, pour Louis. Et petit plus, vous savez quel est le pays, quels sont les deux pays qui en ont le plus ? Petit avis, Bastien, Bah, pour l'Italie. commencer. L'Italie, vas-y, dis le deuxième. L'Italie, c'est sûr. L'Italie et l'Écosse. Ok, Louis. Il y en a deux. L'Italie. Et Ah, je suis pas sûr. bon, on va tenter un Irlande, allez. Vous êtes tombé dans le piège, hein. Ouais. Le piège de l'Italie qui est là que depuis 2000, du coup qui a disputé beaucoup moins de tournois que des, C'est ça, le que, pire. que des pays comme l'Irlande et l'Écosse qui ont 16 cuillères en bois. Voilà. Ouais, et l'Italie, 11. 13. Ah non, 11. 11 depuis. Voilà, c'était le petit piège parce qu'on Bientôt pourrait une penser. douzième. On espère Non, pas ils pour vont- eux. ils vont- Attention au Pays de Galles qui n'est Ouais, pas non, si Pays de Galles, excellent que ça. Pays de Galles, bon. Allez, enfin, dernière question. Quel est le joueur qui a inscrit le plus de points dans l'histoire du tournoi? Axel, je te laisse commencer. Peut-être la plus Dans l'histoire compliquée du tournoi Dans toute l'histoire du questions. tournoi, le plus de points possible. Essai et transformation comprise. Ah, essai et transformation. Et Alors, transformation, je suis quasiment sûr. Et je vais partir sur essai aussi. Donc, je dirais Johnny Wilkinson. ok, Louis, Je voulais dire la même, Wilkinson. Bastien. J'aurais dit Wilkinson, mais je sais pas, je vais essayer Bigard. Non. C'est Ah, Ronan O'Gara. Ah, punaise. C'est Ronan O'Gara. Ok. Wilkinson, il est juste derrière. Ah, je pensais pas qu'il était autant dans le tournoi. Il a 557 points. Ok. Donc avec l'équipe d'Irlande Ouais. évidemment, et juste devant Johnny Wilkinson, et Sexton en a oui, Sexton. 543. Il va bientôt le dépasser, pardon. Donc, Sûrement, ouais, sans doute. oui, là c'est une question de match. Ouais, peut-être même dans ce. Et ce dans les tournoi, transformations, c'est Wilkinson le premier, non? Dans les transformations, oui, c'est Et Wilkinson. en essai, c'est O'Briscoll ou pas? Alors là, je l'ai pas Ah, pas là, ok. mais Je voulais il savoir. me semble que oui. Ok. Bon bah du coup qui remporte ce jeu, c'est peut-être. Je pense que c'est assez Ouais, serré. Hein. C'est peut-être Louis aussi. Allez, tout le monde a eu des bonnes réponses et tout le monde a gagné. Allez, merci, merci Bastien, merci Axel. On Merci va à vous. accueillir tout de suite deux nouveaux chroniqueurs juste après une petite transition. Bonsoir à tous, bonsoir Jordan Salut les gars. et bonsoir Valentin. Bonsoir. Alors on va commencer tout simplement cette deuxième partie par la NBA avec un petit résumé Jordan C'est de ça, ce week-end. il y a eu un beau petit week-end en NBA avec pas mal de matchs. Et pour moi, le fait marquant du week-end, hors extra sportif, parce qu'on va en revenir après, ça a été notre Français Nicolas Batum. Qui a réussi l'exploit de mettre un shoot au buzzer contre les Knicks pour prolonger le match. Hein, Peut-être qu'on peut voir ce shoot. On a la vidéo. Ouais. Exactement. Kept alive by the Clippers. Time winding down. George, near side, Batum from three. It's good. He ties it at the buzzer. Well, it is French stop. Alors, cet extrait, moi je le trouve magnifique parce que on sait qu'en fin de match, c'est souvent les stars de l'équipe qui prennent ce dernier shoot pour tenter de revenir à égalité ou de faire gagner le match. Et on voit sur le début de la possession, c'est Kawhi Leonard qui est on va dire le joueur clé de l'émission qui a le ballon. Et on pense qu'il va shooter, il est bien défendu, donc ça décale sur Paul George. Et puis là, lui qui est un très bon shooter, on pense qu'il va tirer et il décale sur notre Frenchie Nicolas Batum qui envoie un shoot venu d'ailleurs. Et ensuite, prolongation, mais il le laisse en prolongation le coach
Tai Loo, il le laisse. Et il va claquer aussi un très beau contre. On en a moins parlé de ce contre en prolongation, mais c'est à noter. Et, Qui rappelle des souvenirs d'ailleurs. ouais, bah oui, Nicolas Batum et les contres, hein, c'est bien connu. Donc le Français, il a fait plutôt un bon match. Bon, il a mis 10 points. Il a surtout joué en fin de match. Et il a été très clutch. Ouais. Très bon match de Batum. Mais est-ce qu'il y a. On va peut-être revenir rapidement sur LeBron James. Peut-être avec toi, Louis. Allez, sur LeBron James, on se lance comme ça. Et bah LeBron James qui est plus qu'à 63 points. 36. Non, 36. 36 points, justement. Depuis le match. Autant pour moi. 36 points du record de Karim Abdul-Jabbar. Donc quel joueur jamais. C'est pour moi le joueur ultime, un joueur d'une telle polyvalence, que ce soit défensivement, offensivement et surtout aussi playmaking. Il est aussi dans le top 10 facile des meilleurs passeurs NBA. Ah, mais il est quatrième. Quatrième, donc. Quatrième. Donc non, c'est un joueur exceptionnel. C'est le meilleur pour moi. Et justement, petit débat, le GOAT pour vous, le le meilleur de l'histoire. Très dur de comparer. Les époques, ouais. Pas forcément les époques, mais l'impact, ça reste Jordan. Après, le joueur, si certains disent LeBron, ça me choquerait pas. Moi, pour ma génération, ce sera LeBron. Mais je pense qu'il faut même pas comparer, il faut profiter. Un point qu'il doit connaître, mais il l'a pas mentionné, c'est la longévité, surtout chez LeBron. Hein. Quand il gagne son titre avec les Cavs, il doit avoir 33 ans, je crois. Et certains ils lui disent qu'il lui reste 2 ans. Mais ça peut être compréhensible. Et en fait, on voit qu'à 38 ans, il est toujours au top et parmi les meilleurs joueurs de la ligue. Et il jouera mercredi à 4h du coup contre Oklahoma pour tenter de battre son record. Et donc Karim Abdul-Jabbar, il sera présent dans le stade. Je ne sais pas s'il ira à ce match. C'est officiel. Mais il a dit qu'il sera présent le jour où LeBron battra son record, ce qui est normal. Ce sera magnifique. Les places se vendent à prix d'or d'ailleurs. Ouais. Ah bah c'est des milliers d'euros maintenant. Ouais. Et on va revenir du coup sur peut-être l'information du basket de ce week-end avec un transfert, je sais pas si on peut dire un transfert surprise, mais Kyrie Irving qui quitte les Nets et qui rejoint Dallas, Jordan. Ouais, exactement. Donc personne s'y attendait, c'est tombé dans le week-end. Et donc oui, c'est ça, comme tu l'as dit, hein, Kyrie est transféré chez les Dallas Mavericks contre Dinwiddie, donc un joueur qui fait son retour chez les Nets. Aussi, il y a Dorian Finney-Smith, qui est un très bon défenseur des Mavs, qui va chez les Nets. Maintenant, le débat, c'est de savoir qui est gagnant ou perdant. La plupart des gens disent que les Nets sont gagnants, les Mavs perdants. Kyrie, moi, je pense qu'il est gagnant, lui, en revanche. Donc voilà, va falloir qu'il se stabilise aussi mentalement, parce que sur le terrain, ça reste un régal quand même. Et justement, Valentin, c'est une bonne nouvelle pour toi, l'arrivée de Kyrie Pour moi, c'est un très bon trade parce que c'est déjà intervenu très tôt. Effectivement, la surprise, ça a été sa demande de trade, alors que les Nets sont 3e de conférence et en très bonne position pour aller chercher le titre. Après, tout est question de contrat. Et ce qu'il faut savoir, c'est que Kyrie Irving est en fin de contrat à la fin de l'année. Donc il veut le max, il veut gagner, il veut empocher le maximum d'argent. Donc pour lui, c'est important de réaliser une bonne saison, mais également d'être dans un bon environnement. Et pour moi, tout le monde est content parce que Dallas va pouvoir enfin, depuis le moment qu'ils promettent un joueur à Luka Doncic, un vrai ball handler ou alors un joueur capable de faire la différence autre que lui, parce qu'on sait qu'il est souvent ciblé dans les moments importants. Peut-être que ça va changer la donne maintenant et que les Mavs iront plus loin en play-off. Maintenant, c'est également un très bon trade pour les Nets parce qu'ils réussissent à avoir deux très bons shooters et défenseurs. Donc voilà, il y a quelques pics de draft qui sont échangés, mais c'est du 2027 et 2029, on en est encore loin, donc ça aura très peu d'impact sur la franchise. Justement, Louis, une paire, du coup, on va dire ça comme ça, Doncic-Irving, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est deux joueurs qui peuvent s'entendre sur le terrain en termes de style de jeu? Offensivement, oui. Moi, ce qui me fait surtout peur, c'est défensivement. Ouais, exactement. On sait que Irving et Doncic, c'est pas les grands défenseurs de l'année, de la ligue. Et moi, en fait, c'est surtout la contrepartie. Alors, sur le terrain, je pense que, j'en reviens à ta question, je pense qu'ils vont s'entendre et qu'ils vont réussir à bonifier cet effectif. Mais tu perds Dorian Finney-Smith. Ça, pour moi, c'est vraiment la plus grosse perte. Tu perds pour Luka le meilleur joueur de l'effectif. Donc, c'est vraiment un message fort que tu envoies.
tu Même perds. Dinwiddie, c'est quand même un bon joueur. Il marque, enfin, c'est un des meilleurs marqueurs quand même de Dallas, peut-être le deuxième meilleur marqueur cette saison, je crois. Il est un tout petit peu trop irrégulier, c'est pour ça que. Mais sinon, oui, contre les Suns l'année dernière, il avait fait vraiment le boulot. Et pour moi, c'est dommage de lâcher Dorian. Il a tellement. Sur le plan statistique, il n'est pas aussi important que Irving, ça j'apprends à personne. Dorian Bien sûr. Finney-Smith. Hein. Dorian Finney-Smith, exactement. Mais c'est un 3&D tellement important que pour moi, fallait essayer un Dwight Powell, même un Christian Wood, tu le lâches, mais pas un Dorian Finney-Smith. Bah, vas-y, je te laisse finir. Donc pour moi, et puis on parle de Kyrie Irving, qui dit que à l'été, il va pas aux Lakers. D'ailleurs, c'est surprenant parce que c'est la première fois, alors qu'il a 30 ans, qu'il rejoint la conférence Ouest. C'est vrai. Lui qui a été champion C'est NBA vrai. en 2016, voilà, il a toujours été à l'Est et là il rejoint l'Ouest pour une fin de C'est ça. saison. Et vraiment un point très important qu'a commencé à souligner Louis, c'est l'aspect défensif des Mavs. Maintenant, ça va être très compliqué. Hein. Après, s'ils en prennent 115 et qu'ils en mettent 120 par soir, bah, ça marchera. Mais j'ai plus peur sur l'extra sportif et les tensions. On sait que ça va vite le rattraper s'il fait pas d'efforts. Et si ça ne matche pas avec Luka Doncic, attention. Et justement, c'était un peu le deuxième sens de ma question. Peut-être Valentin, par rapport au caractère de Doncic et Irving, c'est peut-être pas deux joueurs qui aiment être dans l'ombre l'un de l'autre. Donc tu penses que ça peut matcher quand même ? Irving a toujours été un très bon lieutenant. Pour moi, c'est impossible qu'il soit l'option numéro 1 d'une franchise. Sans doute. On l'a vu avec Kevin Durant ou encore LeBron James. Donc pour moi, ce sera le bon lieutenant pour un Luka Doncic qui malheureusement aimante beaucoup trop de ballons, mais qui justement a peut-être besoin de ça. On a vu que c'est pour ça qu'ils étaient allés chercher notamment Dinwiddie, mais ça manque de régularité et puis c'est pas aussi talentueux qu'un Kyrie Irving. Donc maintenant à voir. Après effectivement sur le plan défensif c'est pas ça. Quand t'as Christian Wood et Irving et Doncic dans ton équipe, bah, tu défends pas et malheureusement on l'a vu, mais avec une bonne attaque tu gagnes des matchs, mais avec une bonne défense tu gagnes des titres. Et je voulais juste revenir sur un point que tu avais dit, Jordan, par rapport à la NBA, enfin, par rapport à l'association des deux, que ça va pêcher défensivement et qu'offensivement par contre ça va marquer. Mais est-ce que c'est pas ça justement, tu me dis si je me trompe, la NBA, c'est-à-dire que la NBA c'est tellement ouvert comme C'est jeu. une prise de risque. Hein. T'as des C'est scores ça. à plus de 100 points à tous les matchs, alors que quand tu regardes par exemple en France ou à C'est même, l'Euroleague, déjà, c'est même pas les mêmes règles, donc c'est dur de comparer. c'est vrai. Mais je veux dire, c'est quand même un jeu très offensif, très ouvert en NBA, donc finalement ça correspond Uniquement en peut-être, saison régulière. Oui, en Donc pour les playoff, playoffs, ça se durcit ça énormément. cadenasse. Les défenses se met. Pour moi, par exemple, face à un Boston, Mhm. si ça va en finale, Dallas, ça fait mais Aucune chance. Milwaukee aussi. Milwaukee, oui, Mais exactement. je voulais rapidement revenir sur un point que tu as dit. Kyrie, un lieutenant, bah oui, mais à un moment, on l'a vu aux Cavs, hein, son ego, il reprend le dessus et il part des Cavs pour devenir le franchise player des Celtics. Des Celtics. Et malheureusement, on voit que ça marche pas, donc là, il se remet en mode lieutenant de KD. Mais je pense qu'il y aura toujours cet ego qui fait que là, c'est vraiment deux superstars de la NBA quoi, qui sont dans le top 10, clairement. Est-ce que c'est pas sa dernière chance pour lui de performer? C'est qu'il Il a va déjà une reprendre bague, un hein. contrat, il va reprendre un contrat de 5 ans. Ouais, peut-être que c'est pas quelque chose qui l'intéresse forcément, mais bon. Il va reprendre un contrat de 5 ans cet été. Et pour lui, il faudrait qu'il maximise ses performances. Mais ouais, là-dessus, l'avenir nous le dira. D'ailleurs, ils s'affrontent les Nets et Dallas le 26 février prochain. Donc on aura peut-être l'occasion de savoir lequel des deux équipes a fait le bon choix. Merci messieurs pour cette petite parenthèse NBA. On va passer maintenant au football. On va revenir sur le football et plus précisément sur la Ligue 1, notre si beau championnat de France où la 22e journée s'est jouée ce week-end et on a eu le droit à de belles affiches, Valentin. Oui, tout à fait. Il y a eu tout d'abord le PSG qui s'est imposé dans la douleur mais également la maîtrise contre Toulouse, avec un très bon but d'Achraf Hakimi, mais également de Lionel Messi. Peut-être inquiétant de galérer autant contre un promu pour un club qu'on sait aussi prestigieux et surtout à 2 semaines d'un choc contre le Bayern. Alors, oui, bien sûr, c'est inquiétant pour. C'est inquiétant, cette équipe. mais la maîtrise y était. Et puis surtout que je pense que l'envie de jouer contre, on l'a toujours vu avec le PSG, l'envie de jouer en Ligue 1 et en Ligue des Champions n'est pas du tout la même. On a eu un match aussi choc entre Nice et Marseille. Marseille qui cède donc
qui stoppe sa bonne série. Ils étaient invaincus pendant 9 matchs avec 7 victoires et 2 nuls. Cette fois-ci, c'est Nice qui vient planter 3 buts au Vélodrome. Score final 3-1. Nice qui prend des points, qui sont maintenant 8e. Est-ce qu'on pourrait peut-être avoir le classement ou pas, je sais pas, ils sont 8e. Une bonne opération pour eux de se rapprocher donc de l'Europe. On sait assez convoité par tous ces clubs-là qui sont dans un mouchoir de poche. Ouais, Marseille qui avait fait sa dernière défaite en Ligue 1 le 22 octobre dernier. Et justement, c'était contre Lens qui a un peu stoppé dans la course à la deuxième place. Mais Paris qui s'est vachement rassuré là quand même, parce qu'ils étaient à 2-3 points d'être rattrapés et puis là ils reprennent un bon large. C'est les Dauphins qui perdent un peu de points, là on le voit. Lens, sur 3 matchs d'affilée, ils n'ont pas gagné. Donc, Et là ils vont se relancer contre Lyon peut-être. C'est assez inquiétant pour Lens. Tu voulais rajouter sur le résumé? Sur l'OL, très bonne opération. On l'a vu, bon match de Barcola, de Cherki. L'effectif tourne bien, dommage que ce soit face à 3. Maintenant, il va falloir enchaîner et prendre cette confiance. On a vu un très beau but de Cherki, très bon match dans l'ensemble de cet effectif. Merci au centre de formation. Oui, clairement. Les 3 buteurs viennent du centre de formation de Lyon. Donc voilà, score final 3-1. Même si les 3 premières minutes du match, on s'est dit dans quel état va finir ce match, c'était abominable. Peut-être les 3 pires minutes de la saison que j'ai vues de l'OL. Même la première période. Football. La première période n'était pas non plus exceptionnelle, contrairement à la On se sentait quand même pas vraiment en danger malgré quelques actions. Oui. Après, on a eu Lille-Rennes aussi, très bon ça, match. c'était également l'un des 2 chocs, parce qu'il y a Marseille-Nice, mais il y a aussi Lille-Rennes qui arrive à retourner donc ce match et cette situation en s'imposant donc également sur le score de 3-1 à l'extérieur, donc au Roazhon Park. Petite surprise quand même de voir Lille s'imposer à l'extérieur. Petite surprise, oui, qu'on sait qu'ils sont autant en galère loin du stade Pierre-Mauroy. Maintenant, les deux sont à 2 points. Ils reviennent mettre la pression sur un stade rennais qui perd des points et qui sécurise mal donc cette 5e place pour la Conference League, qui est convoitée par les 5 places qui le précèdent. Donc là, on voit que les Cadors, ils ont un peu stabilisé et derrière ça commence à remonter dans la course à l'Europe. Il y a une petite marge entre le 4e et le 5e, c'est sûr. Monaco qui grâce à sa victoire à l'extérieur contre Clermont prend un peu d'avance et ils reviennent très bien Monaco se qualifier pour la Ligue des Champions. Exactement. Bon, on va maintenant passer au débat par rapport à l'Olympique de Marseille. Alors oui, ils ont perdu face à Nice hier soir, mais quand on voit l'état de forme de l'OGC Nice, on se dit que c'est finalement pas si gravissime que ça, même s'ils n'ont pas montré un jeu exceptionnel. Donc le débat de la soirée, c'est est-ce que l'OM peut finalement rivaliser pour le titre, ou alors est-ce que c'est plutôt l'année ou jamais pour finalement remporter le titre, quand on sait que le Paris Saint-Germain a une suprématie depuis l'arrivée des Qataris. Louis, je te laisse commencer. Oui, enfin là, du coup, avec la défaite contre Nice, ça complique, oui. Ça complique les choses, mais c'est un très bel effectif, un très beau projet que Pablo Longoria mène avec une clairvoyance exceptionnelle. Et ils ont une ligne directrice, des joueurs qui comprennent le système de jeu de Igor Tudor, qui s'assimilent à ce système de jeu. Et pour moi, alors peut-être que cette année c'est compliqué, mais sur une année, dans les 3 ans qui vient, si le PSG se casse après là, c'est cette année ou jamais. Le débat c'est l'année ou jamais. Cette année ou jamais. Donc là tu es en train de dire plutôt que du coup pas pour cette année, pas pour cette année. Ouais. Okay. Mais plus tard. Jordan, il me semble que t'étais pas trop d'accord. Si, au contraire, je pense que c'est pas cette année, mais avec d'autres arguments. Là, je pense, les joueurs l'ont dit hier, leur objectif aujourd'hui à Marseille, ils le disent, mais je pense qu'ils l'ont dans le coin de leur tête, c'est jouer la Ligue des Champions et s'occuper du titre. Si à 3 journées de la fin, ils sont à 2 points de Paris, quoi. Mais ils ont pas tort quand même. Aujourd'hui, faut arrêter de rêver. Leurs principaux concurrents, ça reste Lens ou Monaco. Faut éviter de regarder devant, mais même regarder derrière, parce que ça peut remonter très vite. Ils sont à égalité avec Lens, ils sont à 2 points de Monaco. Donc en un match, ils peuvent finir 4e. Donc faut y aller doucement. Mais ils peuvent aussi finir premier, ils peuvent nous faire une Lille 2021. Ils sont à 8 points du PSG, je les vois très mal. Paris, on sait que ça peut finir tranquillement jusqu'au titre. Si quand même Paris a un calendrier compliqué, parce que Paris se déplace d'abord en Coupe de France à Marseille. C'est vrai. Ensuite,
se déplace à Monaco. Ensuite, il y a le match contre le Bayern à domicile. Et ensuite, ils affrontent Lille à domicile et ils se déplacent à Marseille. Donc, c'est quand même. Et il y a de la beaucoup cassure. matchs où- ouais. Et il y a Mbappé. Pour moi, tout va évidemment, dépendre qui de est la Ligue blessé. des Champions et de où va aller Paris. Et finalement, leur mois de février va un petit peu décider de leur fin de Complètement. saison en Ligue 1, hein, puisque C'est vrai. s'ils De perdent partout. face au Bayern, ou alors même s'ils gagnent, en fait, on peut se dire que s'ils gagnent, ils vont se focaliser sur la Ligue des Champions et moins sur la Ligue 1, ou au contraire, s'ils perdent, soit ils sont abattus, ou soit vraiment ils roulent sur la Ligue 1. C'est le PSG, ça se passe dans leur tête à chaque fois, on sait pas. Et même fin mars, début avril, il y aura une période aussi compliquée pour Paris qui affrontera Rennes, puis Lyon, puis Nice, puis Lens. Donc ça fait quand même 4 matchs de suite. Donc si on peut pas compter sur Mbappé, enfin il sera normalement de retour à ce moment-là, mais ça peut sembler un peu compliqué pour Paris de finir cette saison. On voit que sans lui, ils ont quand même fait le travail contre Toulouse, là, même si il s'est blessé en début de match. c'était compliqué. Oui, c'était Oui, compliqué. Mais on voit que Messi, il est pas si fini que ça quand même. Messi, hein, quand il veut prendre un match en main, il arrive. Hein. Et Oui, ce contre qui me fait Toulouse. plus peur, c'est Ekitike, mais ça, on pourra peut-être en revenir Moi, ce qui me fait dessus peur, une prochaine fois. c'est le milieu. Fabien Ruiz a peut-être fait un bon match les dernières fois, mais Soler, ça suit pas. Vitinha, c'est plus le Ouais, Vitinha Vitinha, du début de Marquinhos, saison. Renato, pardon, ça vient de se ça. blesser. Et Renato, ouais. la défense, ça te fait pas peur aussi quand même? Si. Marquinhos, Ramos, oui, pareil. Ça commence à devenir vieillissant et ça fait des erreurs bêtes. Vivement qu'Ibembe revienne. Et Ramos qui serait d'ailleurs parti sur une prolongation de la part du Paris Saint-Germain. On s'éloigne un peu du débat, mais Oui, non, mais ça prouve aussi Très mauvaise idée. En fait, enfin, je vais être honnête, quand on regarde l'effectif du Paris Saint-Germain, on a l'impression qu'ils nous avaient vendu ça comme les Avengers. Vraiment l'équipe incroyable, l'équipe C'est ça, imbattable. Dans toute l'équipe, Et au dans toutes final, les équipes et tous les sports, en soi, ça marche rarement. et au contraire, l'équipe de l'Union Berlin, on va faire un petit focus sur cette équipe. Belle transition. On n'en a jamais parlé dans cette émission, mais l'Union Berlin qui est d'abord un groupe Louis et qui fait des étincelles cette saison. Qui fait des étincelles, qui nous surprend, qui est deuxième de Bundesliga, qui a été premier, si je ne dis pas de bêtises, aussi pendant 20 ans. Donc une équipe qui nous surprend et qui peut clairement jouer le titre cette année, mais qui nous surprend d'année en année. Donc, Est-ce qu'on a le classement de Bundesliga ou on l'a pas? Parce que si on l'a pas, on va vous faire quand même un petit point avec le Bayern qui est premier à 40 points, juste devant l'Union Berlin qui a 39 points, donc un point derrière. Et ensuite, il y a Dortmund à 37 et Leipzig à 36. Donc c'est très très serré en Allemagne. c'est très très serré. Donc l'Union Berlin, c'est un groupe vraiment... c'est un club familial, c'est un club associatif de base. Donc il est créé en 1906. Au début, il s'appelle le SC Olympia. Alors, j'ai pas fait LV2 allemand, je suis vraiment désolé. Vas-y, on t'en toi. Olympia 06 Oberschnowwade. Donc ils sont surnommés les mécaniciens parce qu'ils avaient une tunique bleue à la base. Et le nom des supporters, enfin ils ont un cri, les supporters, un chant, c'est le Heiser Union, un cri de ralliement. Et du coup, ça a donné en 1909 l'Union 06 Oberschnowwade. On va faire un rapide passage dans le temps. En 1966, donc il y a la RFA et la RDA. Donc les clubs se réorganisent après le changement. Du coup, on passe à le 1.FC Union Berlin. L'Union Berlin à l'époque, c'est pas la grosse équipe. Il y a le football club Dynamo qui a raflé tous les bons joueurs et les titres. Donc ils étaient un peu au milieu de tableau. Ils jouaient le maintien le plus souvent. En 1990, il y a la réunification allemande, et l'Union Berlin a des problèmes d'argent en 93 et 94, et ils peuvent pas accéder à la seconde division parce qu'il faut une certification essentielle et la Ligue allemande ne veut pas leur en donner, mais ils y accéderont en 2000-2001. Alors en 2001, l'Union Berlin, toujours en seconde division, joue la DFB Pokal, donc c'est la coupe nationale allemande face à Schalke. Bon, ils vont perdre 2-0, mais ils sont qualifiés en Coupe d'Europe parce que Schalke est deuxième et du coup ça libère une place pour l'Europe. Voilà, exactement. Et c'est pas le classement de la Bundesliga qui est pris en compte, c'est le finaliste. Contrairement en France. Exactement. Ok. Donc ils sont en deuxième division, et ils vont jouer la Coupe d'Europe, et ils vont aller jusqu'au deuxième tour face au Litex Lovech. Alors il y a le joueur clé là-bas à cette époque, c'était Harun Issa, un Yougoslave albanais. C'était un buteur, 115 buts pour 327 matchs en tout dans sa carrière. Une légende. Bon ratio. C'est un peu une C'est le légende meilleur buteur du club. pour l'instant.
Et c'était un peu les années glorieuses de l'Union Berlin, parce que ça a très vite redescendre. Ils vont descendre en 4e division en 2005 et remonter en 3e en 2006. Mais en 2007, il y a un tournant, l'arrivée de Uwe Neuhaus. Alors Uwe Neuhaus, c'est un entraîneur. Il était assistant manager quand le Borussia Dortmund a gagné en 2001 le titre. Et lui, il aime bien, son objectif, c'est de remonter les clubs. Par exemple, le Dynamo Dresden, il les a fait remonter en 2e division. L'Arminia Bielefeld en Bundesliga. Et il va faire pareil avec l'Union de Berlin. En 2009, il gagne la 3e division. Le club se stabilise en D2 jusqu'en 2013-2014. Et là, encore des problèmes d'argent. Le club a du mal à se financer et c'est les supporters qui vont venir à la rescousse du club et qui vont financer le nouveau stade et qui vont aussi eux-mêmes le construire. Ça ressemble un peu à Bastia en ce moment. Bastia, pareil, qui était descendu très bas et grâce aux supporters ont pu remonter. Donc en 2018, il y a l'arrivée de Urs Fischer, l'entraîneur actuel suisse, qui avait fait du très bon travail à Bâle. Ils montent en 2019 en Bundesliga. Dès leur première saison, ils finissent 11e. En 2021, ils sont 7e. 2020-2021, ils arrivent 7e, donc ils vont en Conference League. En 2022, ils sont 5e. En Conference League, ils sortent en poule. Mais ils vont en Europa League. Et cette année, du coup, ils sont 16e. Ils sont 2e. Et ils sont en 6e de finale d'Europa League face à l'Ajax. C'est assez surprenant que le club de la capitale mette autant de temps à vraiment s'imposer en Bundesliga et même être en première division, comme tu l'as dit. En fait, c'est les clubs de l'Est qui sont assez mal développés. On rappelle qu'à l'époque, c'était un régime qui n'était pas le soviétique. Les joueurs fuyaient ce régime et du coup allaient à l'Ouest. Et c'est pour ça qu'on a des clubs de l'Ouest qui se développent bien plus facilement et qui sont plus en haut de la Bundesliga. On espère qu'ils n'auront pas de problème d'argent parce que ça a l'air de pas mal les suivre. Non, ça a l'air d'aller et de se stabiliser. Il y a de nouveaux investisseurs qui sont arrivés en même temps que Urs Fischer. L'Union de Berlin, du coup, qui a encore gagné ce week-end et qui reste sur une série de 5 victoires. Justement, là, on va revenir un peu plus sur le week-end sportif et on vous a demandé à tous les trois de nous donner votre sportif du week-end. Et on va commencer avec Valentin. Qui est ton sportif du week-end? Alors moi, ça va absolument pas parler de football, mais bien de rugby. Donc on l'a vu dans le match France-Italie, qui était donc l'affiche de cette équipe de France pour la première de cette émission 2023 du tournoi Destination. Donc je vais vous parler d'Ange Capozzo, donc le numéro 15. Né à Grenoble, franco-italien, qui a réalisé donc une excellente performance qui a permis donc à l'Italie d'accrocher jusqu'à la 75e minute, on va dire, cette équipe de France championne en titre. C'est un très bon arrière-ailier donc du Stade Toulousain qui est déjà auteur de 6 essais en 8 sélections et qui en a encore planté un à la 33e minute, donc derrière les perches françaises. Donc pour moi, voilà, c'est tout simplement pour un peu gratifier ce que fait ce jeune franco-italien à seulement 23 ans. Et qui sonne un peu la réveille du rugby italien, ouais. D'une équipe qu'on sait prometteuse, mais peut-être encore un peu trop jeune et sans expérience pour ce tournoi de destination-là. Et Jordan, toi, c'est un tout autre joueur. Ouais, un basketteur français, pas Nicolas Batum cette fois, mais Nando De Colo, qui est devenu on en avait un peu parlé dans la précédente émission, mais qui est devenu cette fois le meilleur scoreur de l'histoire des Coupes d'Europe au basket. Le record, il a passé les 4904 points. Et hier, à l'Astrobal, une récompense lui a été remise par le coach et tout le club. Donc Nando, c'est une légende du basket français. Certains auront peut-être des regrets et pourraient se dire qu'il aurait pu réussir aux États-Unis parce c'est un très très bon basketteur et je doute pas qu'il aurait pu y réussir. Il n'a jamais tenté la NBA. Il est allé. Il allait même il a été drafté aux Spurs. Il est au Suns, je crois aussi, peut-être. Non, je sais plus. 3 ans aux Spurs et puis qu'il a été coupé et il a fini à Moscou. Mais bref, c'est ça. C'est surtout du côté de Moscou aussi où il est vraiment devenu une légende. Et voilà pourquoi j'ai choisi de le prendre. Il est rentré dans l'histoire et celui qui va le battre va mettre beaucoup de temps. Et Louis, toi, c'est encore quelqu'un de différents sports et c'est une femme cette fois-ci. C'est pas un joueur, c'est une joueuse et c'est Alicia Parks. Alors j'ai pu la voir ce week-end. J'ai pu assister au match et j'ai été impressionné parce que je découvre une joueuse vraiment qui a un mental
d'acier énorme. La salle était clairement pour Caroline Garcia, des acclamations logiques, mais elle a réussi à tenir tête. C'était un match de service, mais elle a quand même réussi à gratter des points chez Caroline Garcia, et je lui prédis un très bel avenir, et elle m'a vraiment plu, et je pense que je vais la suivre. 2-7-0 2-7-0 avec un énorme service, et elle a su bien jouer dans les moments importants, et surtout ne pas céder à la pression du public qui était évidemment pour Caroline Garcia. Et ça a montré qu'elle a, à 22 ans, alors qu'elle est 79e mondiale, un mental d'acier, comme tu l'as dit. Et évidemment, il faudra la suivre dans les prochains jours et dans les prochaines années. On va passer à un dernier débat, le dernier pour boucler cette émission. Alors, Liverpool en Première Ligue, donc on revient sur le football et on voit la situation de Liverpool qui s'aggrave de match en match. Ils sont à 4 matchs sans victoire. 10e de Première Ligue pour un club comme Liverpool, c'est assez gravissime. Et ils sont éliminés de Carabao, de FA Cup. Et ils n'ont plus rien. Ils peuvent plus jouer l'APL, sauf la Ligue des Champions. La Ligue des Champions. Sauf la Ligue des Champions, évidemment. Et le dernier débat de la soirée, c'est est-ce que Jürgen Klopp est toujours l'homme de la situation et doit rester en place? Jordan, je te laisse commencer. Pour moi, oui. Pour moi, c'est pas l'homme à virer de Liverpool. Je pense qu'il y a d'autres problèmes, et moi, Quel problème? Moi, c'est cet effectif que je n'aime plus. Cette défense qui est pour moi aujourd'hui dans un état calamiteux, clairement. C'est des joueurs qui sont très bons individuellement, mais qui sont méconnaissables cette saison. Les latéraux, Robertson, Alexander-Arnold notamment. C'est ça, Alexander-Arnold, ce joueur, il s'est perdu. J'ai vraiment de la peine pour lui. Et puis devant, honnêtement, je vais retourner ma veste, mais je pensais qu'en début de saison, le départ de Mané, ça changerait pas grand-chose. Mais là, finalement c'est impressionnant. Mohamed Salah n'y arrive pas. Et puis, cette équipe, je ne trouve pas grand-chose, à part peut-être, toujours Alisson, un bon gardien. Mais je pense que Jürgen Klopp, pour revenir sur lui, c'est quand même un grand entraîneur qui a su relever des clubs. Il a pu faire de belles choses, que ce soit déjà avec Liverpool ou même Dortmund. Je pense qu'il y a d'autres changements à faire avant cet homme, et aujourd'hui, qui va mieux connaître le club que lui? Un Steven Gerrard, je pense pas qu'il ait les capacités de coacher un club l'envergure de Liverpool. Je pense que ça doit rester cet homme. Et Valentin, plutôt d'accord ou pas du tout? Moi, je suis d'accord parce que c'est une phase de transition qu'ils entament. Ils viennent de perdre Mané, ils ont perdu l'année précédente Jorginho Wijnaldum. Ils ont racheté Gakpo et Nunez, et au final, c'est pas un choix payant. Je vais pas leur jeter la pierre tout de suite parce que on sait à quel point c'est compliqué. Déjà, Gakpo vient d'arriver, même si il fait quand même tâche dans l'effectif de Liverpool. Il est pas très bon. Après, c'est qu'une mise en confiance. On sait que Nunez a été décrié dès ses premiers matchs. Tout le monde lui est tombé dessus. Trent Alexander-Arnold aussi. C'est vraiment pas la joie à Liverpool. La preuve, là, mais c'est même pas la manière. Enfin, c'est même pas comme s'ils perdaient des matchs serrés avec de l'opposition et tout. C'est-à-dire que là, ils ont perdu 3-0 contre Wolverhampton en faisant des erreurs, mais qu'on ne pourrait même pas imaginer, ou même si on le faisait exprès, c'était pas possible. Faute de Klopp ou pas, du coup? Absolument pas. Pour moi, le problème, c'est dans la tête des joueurs. La pression peut-être médiatique est trop forte. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas bouger Klopp, parce qu'on l'a vu, des entraîneurs arrivent à rester en place longtemps dans des clubs, et il y a forcément des hauts et des bas. C'est vrai. On l'a vu plus anciennement avec la rivalité Wenger et Sir Alex Ferguson. Même là, on voit avec le Cholismo Atlético Madrid. Pour moi, c'est des entraîneurs iconiques qui doivent rester en place, mais qui doivent surtout être là pour redonner un élan de confiance et surtout une stabilité à cet effectif qui a perdu des éléments clés. Mais t'as pas l'impression que cette équipe elle est justement en train d'être un peu vieillissante, c'est-à-dire qu'ils se renouvellent pas? On a l'impression que c'est les mêmes depuis 2017-2018. Il y a une tentative de renouvellement, c'est sûr, on le voit sur le front de l'attaque, mais c'est pas du tout là qu'il faut se renforcer. Donc est-ce que Klopp serait pas finalement c'est pas lui le directeur sportif aussi? Louis, peut-être ton avis sur la situation de Klopp à Liverpool? C'est une situation très compliquée. Peut-être que la mayonnaise prend plus, peut-être que son gegenpressing ne convient plus à ses joueurs. Donc la solution de facilité, c'est de le faire partir. Voilà, tu peux pas Darwin Núñez, Cody Gakpo, c'est des trop gros investissements pour les revendre dès cet été, etc. Donc pourquoi pas partir? Pourquoi pas essayer quelqu'un d'autre avec des idées nouvelles, par exemple un Thomas Tuchel?
qui pourrait bien reprendre le flambeau. J'adore Jürgen Klopp, mais il y a aussi l'effectif aussi, oui, le renouvellement. Mais est-ce que vous voulez renouveler Alexander-Arnold qui a déjà 23 ans, Robertson, moi Joe Gomez? Je peux te poser une autre question. Il a déjà 23 ans. Qui Alexander-Arnold. Ouais. Enfin, ça va, il est encore. Oui, il est mais encore c'est pour dire que pourquoi on renouvelle un joueur de 23 ans? C'est tu ça. veux qu'il parte, moi, il est qu'il pas parte avec renouvelé. une somme pour se relancer avec, quoi. Après, j'ai envie de Non, te dire, ça fait un peu penser au Real Madrid. C'est-à-dire qu'au Real Madrid, quand Carlo Ancelotti était Le là. Real Madrid ensuite... 10e, faut le retrouver. Non, mais je parle quand t'as Ancelotti qui part, ensuite t'as Zidane qui donne un petit sang frais à ce Real Madrid où il réalise le triplé, ensuite il y a un gros coup de mou, ils font revenir Ancelotti où là ça marche. Le coup de mou, il a duré qu'1 an au Real. C'est là où la transition de Florentino Pérez a été incroyable. Mais la question que je voudrais poser à Louis, moi, c'est juste, est-ce que justement pour toi, faut virer Klopp, mais du coup, faut virer quelqu'un qui a voulu ses joueurs et ses joueurs pour cette transition-là, donc du coup... c'est pas bon, tu vas pas mettre un entraîneur en place qui n'a pas voulu ces joueurs-là. On l'a vu avec Chelsea, cet été. Potter, il a pas du tout voulu peut-être jouer avec les joueurs que Tuchel a ramenés au mercato. Et c'est là où on voit que Chelsea n'y arrive pas non plus avec les investissements et la qualité de l'effectif qu'il a. Juste parce que c'est la direction sportive. Tu peux pas mettre un entraîneur en place qui n'a pas voulu accepter le système de renouvellement d'effectifs qui a été mis en place. Ouais, Liverpool qui du coup... c'est le foot. Je suis désolé, on va finir là-dessus parce qu'on a un peu pris par le temps. Qui affrontera Everton, du coup pour le derby un peu entre deux équipes qui se détestent, on va le dire. Puis Newcastle, avant d'affronter à domicile le Real Madrid au 8e de finale deux clubs qui ne vont pas de très Ligue bien. des Champions. Puis Everton qui vient de faire tomber Arsenal. Ouais, Everton qui est en forme et Newcastle évidemment qui est 3e de Première Ligue. Donc deux matchs qui s'annoncent compliqués avant le choc contre le Real. Merci à tous, merci à vous les gars, chroniqueurs. Merci. Merci à la régie, merci de nous avoir suivis aujourd'hui. On se retrouve jeudi à 19h pour une nouvelle émission. Et sinon, bonne soirée. Bonne soirée à vous.